cette nouvelle vidéo. Si vous avez juste avant vu la vidéo de Booktube Newbie Tag, vous vous dites la meuf ne se change jamais, elle est habillée pareil. Non, cette vidéo est tournée le même jour. Sauf que il y a quelques heures de différence entre les deux, on va dire. Voilà, quelques heures où j'ai pris le temps de refaire mes ongles notamment. Est-ce qu'on peut admirer juste la beauté? Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Dans cette vidéo, on va faire... Enfin, je vais revenir plutôt sur mon bilan 2025 de lecture et un petit peu aussi ce que j'ai prévu pour 2026. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Je vais commencer tout d'abord par vous faire un petit état des lieux de du coup mon année 2025 en termes de statistiques. Alors je sais, ça fait un peu peur dit comme ça, mais moi j'adore les stats, j'adore les tableaux Excel. Je sais, c'est une passion bizarre, mais peut-être que c'est aussi lié à ma formation, c'est peut-être lié aussi à mon travail, mais j'adore faire des tableaux Excel, j'adore avoir des suivis chiffrés de ce que je fais. Ça me permet aussi de pouvoir mieux analyser derrière, voilà, en l'occurrence mes lectures, et aussi de pouvoir un peu mieux m'organiser pour potentiellement, du coup pour l'année à venir, voire de me challenger. Donc c'est pour ça que on est avec John, mon ordinateur, qui m'accompagne dans ces calculs. Moi, pour cette année 2025, je m'étais fixé un objectif de 50 livres à lire, car en 2024, j'en avais lu 48 ou 49, je sais plus exactement, et du coup il m'avait semblé approprié de dire que 50 c'était possible, sachant que je lis pas que des romans, même si je lis principalement des romans, mais potentiellement je pouvais ajouter un roman graphique, une BD, un manga, enfin voilà. Donc c'était pas, ça me paraissait pas impossible. D'ailleurs j'étais déjà à l'époque plutôt contente parce que l'année encore d'avant, il me semble que j'avais lu quelque chose comme 34 livres et donc j'avais vraiment vu une augmentation dans ma fréquence de lecture. J'avais à l'époque moins de temps à attribuer à la lecture, ou en tout cas je m'attribuais moins de temps à la lecture, et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de réintégrer dans mon quotidien. Et donc déjà voilà, en 2024, 48 livres ou 49, j'étais hyper contente, donc je m'étais dit 2025, 50, c'est pas inatteignable. Je voulais pas non plus me foutre la pression pour atteindre un objectif complètement what the fuck. Je m'étais également mis d'autres mini-objectifs qui étaient de terminer 5 hein. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Donc 5 séries. Sauf que en fait, j'ai mal fait le calcul. C'est pareil, je m'étais fixé en mini-objectif de baisser le nombre de livres non lus dans ma bibliothèque. Sauf qu'en fait, j'ai pas pris les bonnes références parce que j'avais pris, j'avais dit en gros à l'époque que j'avais 244 livres non lus dans ma bibliothèque. Je sais, c'est énorme, et que je voulais descendre à 215. Sauf que j'avais pas pris en compte le fait que j'achète quand même des nouveaux livres et que du coup, ou qu'on m'offre des nouveaux livres, et que du coup ce chiffre augmente. Donc il ne fait absolument plus sens puisqu'on est à 522 livres en tout dans ma bibliothèque à aujourd'hui. Du coup, ça revient à 246 non lus. Voilà. Sachant que j'ai quand même lu beaucoup plus de livres que j'avais déjà que des nouveaux. Mais donc la comparaison, elle est complètement erronée. Pareil pour les séries à terminer, il s'est trouvé que dans certains livres que j'ai acquis cette année, enfin non, l'année dernière, en 2026, que j'ai acquis en 2026, en fait, je m'étais pas rendu compte que ça faisait partie d'une saga. Donc, surprise, surprise! Surprise, surprise! Je me retrouve avec des nouvelles sagas à lire.
on est heureux. Non, en vrai, on est heureux. Quand c'est des sagas cool, on ne peut être que heureux. C'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Et en troisième mini-objectif, je m'étais fixée de lire une biographie. Celui-là, il est atteint. Celui-là, il est atteint. L'objectif principal, c'était quand même de lire 50 livres et j'en ai lu, petit roulement de tambour, j'en ai lu 65. Donc, ouais, j'ai lu quand même 15 livres en plus que prévu. Donc, c'est très très cool. Pour ceux que ça pourrait intéresser, on est sur un pourcentage d'achievement, de succès, un pourcentage de succès de 130%. Et oui, on est sur très exactement 22 164 pages lues. Cette information n'est utile pour personne. Ok, voilà, mais quoique, si ça peut être utile si justement vous vous intéressez par exemple au format de livre, ou notamment, je pense que ce qui pourrait être plus intéressant, c'est peut-être la moyenne de pages lues. Moi, je sais que chaque année, je suis un peu autour des mêmes moyennes. Je suis à peu près à entre 350 et 400 pages en moyenne par livre. C'est la longueur moyenne des livres que je lis. Il me semble que... Est-ce que c'était en 2025 ou c'était en 2024 où elle était bien plus élevée, mais parce que j'avais lu Les Misérables, l'intégrale, donc pavasse de plus de 1000 pages, donc j'ai un doute là d'un seul coup. Déjà, vous voyez le... Ah bah voilà, il y a le comte de Monte Cristo qui vient de se faire la malle avec. Alors, oui, c'est ça, on est à même... Oula, oui, j'étais même loin du compte, on est à 1600 et quelques pages. Voilà. C'est un beau bébé. Il m'a pris plusieurs mois. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que peut-être que c'est plutôt la longueur moyenne d'un livre qui pourrait intéresser. Mais une fois de plus, ça dépend de chaque personne. Le mois où j'ai le plus lu en 2025, c'était mai. Mais en vrai, c'était également juillet. Ils sont à égalité avec 9 livres. Voilà. Vu mon fonctionnement avec le travail à côté... tout ça. 9 livres, c'est un peu mon maximum, effectivement, sur un mois. J'ai lu, alors ça c'est moi quelque chose que je regarde, mais pas forcément tout le monde. J'ai lu 36 livres en anglais et 29 en français. Globalement, quand je lis, j'essaye quasiment tout le temps de lire dans la langue d'origine donc du livre. Et donc, vu que je lis beaucoup de romans anglophones, du coup, je lis beaucoup en anglais. En termes d'auteurs, j'ai principalement lu des auteurs donc anglophones, américains et britanniques, ainsi que irlandais. Je les compte là-dedans pour les anglophones. Il y a aussi un peu canadien, mais on se sait, Canada, ils sont mouettes. Donc, mais on va les compter quand même dedans. J'ai également lu du coup des auteurs français, mexicains, chinois, japonais, sud-coréens et néo-zélandais. Voilà. On fait un petit mix, écoutez. Mais ça reste pas autant que j'aimerais. Donc ça, c'était un petit peu pour les statistiques. De toute façon, je pense que je vous mettrai des captures si j'y arrive, parce que je suis un peu une novice et que je sais pas trop si je suis douée ou pas. Mais donc de ces éléments-là. Mais globalement, on était quand même sur une très bonne année, parce que du coup, non seulement j'ai dépassé l'objectif que je m'étais fixé, mais en plus on est sur une moyenne de notes de 4,12 sur 5, donc c'est plutôt très très cool. Et c'est vrai que juste après, je vais vous présenter du coup mon top 10 de mes meilleures lectures et mon top 5 de mes moins bonnes lectures. Et en fait, j'ai fait que un top 5 des moins bonnes parce que j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Et encore, même dedans, il y en a qui sont ok. En fait, il y en a peut-être vraiment juste, allez, 2 que j'ai vraiment pas aimé. Donc vraiment une bonne année dans ce sens. Je suis plutôt contente. On aime quand c'est comme ça. Ok,
On passe maintenant du coup à mon top 10 de mes meilleures lectures et à mon top 5 de mes moins bonnes lectures. J'ai voulu à la base faire une vidéo où je repasse un peu dans l'ordre sur tous les livres que j'ai lus, mais honnêtement, vraiment, j'ai fait l'essai, j'avais au moins 4 heures de rush, c'était juste pas possible. Je pleurais intérieurement à l'idée de faire le montage. Donc j'ai décidé de réduire. Je pense que même pour du coup vous ce sera quand même mieux. La vidéo sera pas non plus ultra longue. Et je pense que ce que je vais faire c'est que pour 2026 je ferai peut-être des bilans peut-être au trimestre ou au mois à voir. Sur les lectures que j'ai faites où je pourrais un peu plus en parler en détail, mais là c'était vraiment juste pas possible de passer sur 65 books. Enfin si c'est possible, je l'ai fait, j'étais claquée à la fin, hein, je vous le dis, j'ai bien dormi. Déjà j'arrivais même pas à exporter la vidéo en fait, donc je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi j'avançais dans le fait de monter et de regarder, j'arrivais même pas à l'exporter. Voilà, donc comme ça c'était vite dit, ça ne marchait pas. Tu n'avances pas du tout au cannabis. Donc, on va partir là-dessus pour cette année et je me dis que du coup, même pour les années d'après, ça pourra bien fonctionner parce que au besoin, les gens pourront aller regarder soit les vidéos, on va dire, soit au mois ou au trimestre pour avoir plus le détail sur les livres et ils auront plutôt un top à la fin avec du coup une petite synthèse voilà, un peu chiffrée de l'année et surtout ce qui va arriver pour l'année d'après. Voilà. Donc, voici mon top 10. Il y aura une mention honorable quand même à la fin, je le précise. Parce que globalement, là, j'ai pris que des romans, mais la mention honorable, c'est une BD / roman graphique que je voulais quand même faire figurer. Donc, on commence tout de suite avec le numéro 10. Il s'agit de Ninth House de Leigh Bardugo, donc c'est la 9e maison en français. C'est un roman qui est considéré, il me semble qu'il est considéré globalement comme étant du genre Dark Academia. Et pour le coup, moi je le considère également comme tel. Donc on y suit Alex, qui s'appelle réellement Galaxy, j'adore ce prénom. Ça fait très enfant mai 68. Qui intègre l'université de Yale avec une bourse, mais donc ça c'est officieusement en fait elle a cette bourse et elle intègre Yale car elle a un pouvoir que du coup une société secrète de Yale a des vues dessus qui est de pouvoir voir les morts. Enfin voilà, en tout cas les fantômes, les esprits des morts. Et globalement, en fait, sa société secrète, elle est donc composée de 9 maisons. Et Alex, elle est chargée, en fait, avec un mentor qui s'appelle Darlington, de superviser, en fait, c'est un peu superviser ces 9 maisons et notamment les rituels qu'ils pratiquent. Chaque maison, elle est spécialisée dans des pouvoirs différents et ils ont chacun des rituels associés justement au pouvoir de ces maisons. Et pour éviter que ça ne déborde, qu'ils ne respectent pas les règles parce que c'est encadré par des règles, notamment que les esprits en fait des fantômes n'interviennent pas pendant ces rituels-là parce que ça pourrait être mortel, et Alex et Darlington sont chargés de superviser tous ces événements. Et donc Alex notamment qui peut voir directement les fantômes sans avoir à prendre de potions ou quoi que ce soit, c'est pratique parce qu'elle est capable du coup de pouvoir les voir, les repérer et les faire fuir en cas de besoin. Alex pour elle c'est vraiment une opportunité en or parce qu'elle vient d'un milieu social pas très favorisé. En plus elle a vécu un trauma quelques mois auparavant qui est vraiment... voilà, pas simple pour elle. Et elle voit vraiment cette opportunité comme son moyen de pouvoir s'en sortir et potentiellement de pouvoir viser peut-être un travail intéressant, en tout cas une sphère sociale un peu plus favorable par rapport à là d'où elle vient. Sauf que forcément, les activités extrascolaires, on va dire, lui prennent un peu de temps. Et d'autant plus le jour où on découvre, juste à côté de l'université, le corps d'une jeune femme et que, au vu
des indices présents, Alex suspecte fortement qu'il s'agit de quelqu'un d'une des 9 maisons qui est à l'origine de ce meurtre. Et en plus de ça, Darlington, donc son mentor, a disparu. Et donc elle se retrouve un peu seule pour essayer de résoudre cette affaire. Et on est vraiment embarqué dans un jeu de pistes tout au long donc, du récit, mélangé à voilà, différents types de pouvoirs, à des rituels, enfin tout ça. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La raison pour laquelle il n'est pas forcément plus haut dans mon classement, c'est que j'ai trouvé que c'était difficile de rentrer dans l'histoire. Parce que non seulement on est sur du coup un univers avec voilà, des pouvoirs, donc on a 9 maisons, chacune a des pouvoirs, il faut donc pouvoir les assimiler. Mais en plus de ça, on a des points de vue différents, puisque au début du récit, on va avoir et le point de vue d'Alex et le point de vue de Darlington à des moments. Et en plus de ça, on est sur des temporalités différentes, c'est-à-dire que le livre commence, on est déjà en fait à la fin de ce qui se passe, presque à la fin, et du coup, on va alterner entre le présent et le passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi Alex elle est dans cette situation dans le présent. Donc, vraiment, c'est vraiment un puzzle mental, en fait, un peu le truc. Faut bien se repositionner là où il faut à chaque fois. Donc, c'était un petit peu... voilà, ça demande un petit peu faut prendre les rames, quoi, au début, pour bien se mettre dedans. Mais une fois qu'on est dedans, franchement, le récit, il tient la route, il est hyper cohérent. L'univers, il est vachement bien ficelé. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était mon premier livre de Leigh Bardugo et vraiment pas déçue. Faut que j'achète le deuxième en fait pour pouvoir continuer, et en plus il me semble que le 3 il va sortir cette année. Voilà. Ensuite en numéro 9 on a Beautiful World Where Are You de Sally Rooney. Sally Rooney, c'est une autrice irlandaise et donc tous ses livres se passent quasiment en Irlande. Et c'est très cool parce que du coup on découvre un petit peu le pays en même temps. Donc on y suit un groupe de 4... on y suit 4 personnes en fait. Alice et Aileen qui sont meilleures amies. Donc Alice est écrivaine et elle est un peu dans un syndrome de la page blanche et elle décide de louer une maison au bord de mer dans un patelin un peu paumé en Irlande. Et là-bas, elle y fait la rencontre de Félix et ils commencent un peu à vivre une sorte d'aventure. Mais en même temps, ils se rendent compte que voilà, ils n'ont pas que des points communs en fait. Enfin non, ils n'ont même pas beaucoup de points en commun. Et voilà, elle décide un peu sur un coup de tête de l'emmener avec elle à un voyage à Rome, et bon, voilà, pourquoi pas. Moi perso, j'inviterai pas un gars que je viens de rencontrer à partir avec moi en voyage quelque part, mais écoutez, Sally Rooney, elle aime bien écrire des personnages qui sont socially awkward, qui sont socialement pas très à l'aise en société, on va dire. Et je peux comprendre. Et donc du coup de l'autre côté on a Aileen, la meilleure amie de Alice, qui elle est à Dublin et qui est un peu à la sortie d'une relation, elle était en relation, ça s'est terminé de façon voilà pas ouf, et en même temps elle se sent un peu bloquée dans sa vie, et elle est aussi dans une situationship donc elle est dans une situation un peu bizarre avec son meilleur ami d'enfance, Simon, qui en gros, depuis qu'ils sont jeunes, ils sont très proches, et en grandissant, cette proximité, elle a parfois un peu été en tangente d'une relation un peu plus. Et donc, elle se retrouve un petit peu à une croisée des chemins, elle aussi, où elle doit un petit peu aussi décider de qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, qu'est-ce qu'elle veut avec Simon, tout ça. Et donc, forcément, après, on a aussi Aileen et Alice qui communiquent entre elles par mail. Et donc, on a aussi un peu leur ressenti en direct via ces mails. Honnêtement, j'ai été hyper surprise d'être aussi... happée par l'histoire, parce que, alors, je vais dire super surprise, mais
j'exagère peut-être un peu, mais en gros, moi, Sally Rooney, j'avais déjà lu ses 2 premiers romans qui sont Conversations with Friends et Normal People. Et déjà, j'avais des avis pas forcément très cohérents avec les avis de manière générale. Je sais que de ce que j'avais vu, les gens avaient quand même préféré Conversation with Friends. Moi, j'avais préféré Normal People, mais je pense que c'était lié aussi aux séries. Il y a eu du coup, les 2 ont été adaptés en série télé, et j'avais adoré l'adaptation de Normal People. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous la recommande. C'est avec Paul Mescal et Daisy Edgar Jones. C'était, je pense, avant qu'ils soient genre vraiment connus, les 2, donc très cool. Bon, par contre, scène de nudité, je précise au cas où. Conversation with Friends, j'avais moins accroché aux personnages en fait. Comme je disais, en fait, Sally Rooney, la plupart de ces personnages, ils sont quand même socialement pas à l'aise en société, mais tous de façon différente en fait. Ce qui fait que je pense qu'on va plus ou moins se projeter du coup sur ces personnages-là. Et moi, en l'occurrence, je sais que Conversation with Friends, ça l'avait quand même moyennement fait. Pour Beautiful World, Where Are You, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que de manière générale, la plupart des revues que j'avais vues, les gens disaient qu'il était moins bon que les 2 premiers. Et moi, franchement, jusqu'à présent, c'est celui que j'ai préféré. Donc, comme quoi, hein, chacun son opinion. Ensuite, en 8e position, on a un roman français qui s'appelle Où tu seras reine de Christelle Duchamp. C'est un livre que j'ai lu en même temps que ma meilleure amie. On avait été très perturbés par les commentaires sur les réseaux sociaux le concernant. Et honnêtement, c'est un livre jusqu'à encore, quelques semaines après l'avoir lu, je savais pas si je l'avais aimé ou si je l'avais détesté en fait. Parce que il est quand même assez choquant. Et pourtant, je suis pas choquée facilement. Donc on y suit Maude, une jeune femme de 25 ans qui est dans une relation ultra fusionnelle avec sa mère. Mais quand je dis ultra fusionnelle, c'est ultra quoi. C'est à la limite du malsain. Et d'ailleurs, c'est ce que sa psychiatre essaye d'ailleurs de lui faire comprendre en lui disant que ça l'empêche de s'épanouir et qu'il faut vraiment qu'elle essaye de couper le cordon, quoi. Maude, pour elle, c'est très compliqué parce qu'en plus, elle a quand même des souvenirs d'enfance qui sont pas super et qui sont en lien donc avec sa famille, et donc c'est des souvenirs qu'elle a en commun avec sa mère et elle a pas envie que sa mère soit laissée toute seule par rapport à ça. Mais elle voit vraiment à quel point ça peut la bloquer, donc elle se dit allez, j'essaye pendant une semaine de ne pas lui parler. Donc elle la prévient quand même à l'avance. Donc pendant une semaine, elle ne lui parle pas et elle ne répond pas d'ailleurs à ses messages ou à ses appels. Sauf que pendant cette semaine, sa mère essaye de l'appeler à un moment donné avec insistance et donc elle ne répond pas. Et donc à la fin de la semaine, elle découvre qu'elle lui a laissé un message vocal, donc elle l'écoute. Et là, sa mère, elle a un discours très incohérent qui se termine par « je l'ai tué ». Et là, Maud, elle se dit « what the fuck ». Elle rentre, elle se précipite chez sa mère, dans sa maison d'enfance. Et là, elle va de découverte en découverte. C'est macabre, c'est malaisant, c'est... Ah, ça donne les... ça donne les... Vous savez, les frissons, là, c'est... le icky, là, c'est... Et franchement, comme je disais, moi, je suis pas facilement choquée. Genre, tout ce qui est un peu gore et tout, en termes d'horreur, vraiment, les films, ça me fait rien. Je dois être un peu insensible... j'en sais rien, mais vraiment ça me touche pas particulièrement, mais ce livre-là. Donc, trigger warning hein, pour les personnes qui, voilà, tout ce qui est un peu gore, macabre, ont du mal. Mais vraiment, il y a eu des moments, j'étais en mode non, elle va pas découvrir ça quand même. Et si. Et j'avais pas du tout vu la fin venir. Voilà. Numéro
7. Il s'agit de The Shadow Cabinet, qui est du coup le deuxième tome de la série Her Majesty's Royal Coven, il me semble. Le premier s'appelle The Royal Coven. On y suit un groupe de 4 amies qui sont en fait des sorcières. Et on découvre aussi tout le fonctionnement justement de la communauté des sorcières, comment elles vivent aujourd'hui parmi nous, comment en fait le gouvernement a connaissance de leur existence et qu'il y a ce qu'on appelle The Royal Coven qui est en fait un peu le gouvernement des sorcières en fait qui est en lien avec du coup le gouvernement britannique. Dans le premier tome en fait on découvre donc nos 4 protagonistes qui sont amies depuis l'enfance et qui sont toutes adultes maintenant mais à des moments de leur vie où voilà, elles sont un petit peu en reconstruction et aussi en doute sur le fonctionnement actuel de leur organisation. Il y a eu une guerre quelques années auparavant. Un sorcier a voulu se rebeller et tuer toutes les sorcières. Dans cet univers-là, les sorcières sont bien plus puissantes que les sorciers. Mais lui, c'était un peu un cas à part, notamment parce qu'il avait pactisé avec des démons. Et donc, il avait réussi à acquérir des pouvoirs de cette façon. Et il y a beaucoup de sorcières qui sont mortes, beaucoup de leurs proches aussi. Donc, compliqué. Il y a un peu cette peur constante qui règne, notamment quand elle découvre un jeune enfant qui pourrait correspondre à une prophétie qui a été énoncée des années auparavant sur l'arrivée de l'enfant maudit qui déclencherait l'apocalypse. Sauf que le souci, c'est que cet enfant a l'air complètement perdu. Et c'est surtout que cet enfant, donc, qui en apparence et biologiquement parlant est un jeune garçon, en fait, on ne se considère pas du tout comme un jeune garçon puisque lui, il s'identifie comme étant une jeune fille. Il est question également de transidentité dans ce livre. De manière aussi plus générale, on fait référence à la communauté LGBT puisque du coup certaines sorcières sont lesbiennes, bisexuelles ou autres. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment un mélange hyper déjà rafraîchissant par rapport à tous les livres, en tout cas en lien avec les sorcières, les sorciers qu'on a pu lire, et qui était, comment dire, hyper logique dans un certain sens. Il faut savoir que l'autrice, du coup, Juno Dawson, est une femme trans, et donc je pense que c'est également pour ça qu'elle a certainement voulu intégrer un personnage trans, et ça permet aussi vraiment de pouvoir se mettre dans un peu les chaussures du coup de ce que cette jeune fille elle peut ressentir, parce que du coup elle est jeune, hein, elle a 14-15 ans, et franchement c'est hyper touchant. Moi c'est mon personnage préféré dans cette saga, et donc à la fin du premier tome il se passe des choses, et donc là il s'agit du deuxième tome. Et donc on suit de nouveau cette quête. Je ne sais pas du coup jusqu'où je peux aller parce qu'en fait j'ai pas mal parlé du premier, mais si on n'a pas lu le premier, du coup ça fait des spoils pour le deuxième. Et en même temps si on l'a lu, du coup j'ai vraiment adoré ce deuxième tome. On approfondit encore plus les questions d'organisation et de hiérarchie aussi au sein des sorcières, mais aussi du coup les différentes questions sur la transidentité. Ça explore aussi des choses beaucoup plus profondes, notamment sur les liens familiaux, sur l'emprise aussi dans une relation, dans un couple. Donc non, ça touche à vraiment beaucoup de thèmes et tout arrive à être super bien lié sur cette trame de fond. Donc j'ai adoré. Ensuite, numéro 6. Oui, c'est ça. Je me perds complètement. J'ai lu, et en grande partie, non, j'ai écouté, mais je l'ai quand même, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titu Lecoq. Il s'agit d'un essai, je pense, qu'on peut parler d'un essai. J'espère ne pas me tromper en tout cas sur la terminologie, dans lequel en fait elle va revenir chronologiquement sur plein de phénomènes de l'histoire qu'on nous a appris plus ou moins en détail depuis notre enfance, et on a complètement effacé les femmes et le rôle qu'elles avaient à ce moment-là. Et quand je dis effacer les femmes et le rôle qu'elles avaient, c'est parfois même complètement réinventé. Dans le sens où, pendant longtemps par exemple, on a estimé que
À l'époque des hommes de Cro-Magnon, on va dire, les femmes étaient déjà censées s'occuper, rester à la maison en gros et s'occuper des enfants, ce qui n'était pas du tout le cas puisque des sépultures ont pu être trouvées avec justement des restes des ossements féminins et des reliques montrant que c'était des chasseuses. Donc, enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a énormément là-dedans. Et moi j'ai trouvé que c'était passionnant, j'ai appris plein de choses et pourtant c'est des sujets sur lesquels j'essaye de me renseigner vraiment. Je trouve, en plus moi je l'ai écouté en audio et c'est lu par Titiou Lecoq elle-même, donc elle ajoute vraiment un peu sa touche aussi un peu sarcastique et humoristique à certains endroits. Et c'était ultra intéressant et je pense que tout le monde devrait lire ce livre. En numéro 5, donc on a Dracula de Bram Stoker. C'est un livre que je voulais lire depuis un bon moment. J'adore l'adaptation cinématographique de Francis Ford Coppola. Et du coup, j'avais vraiment envie, à un moment donné, de me poser pour lire l'œuvre de base. C'est chose faite, j'ai adoré. Ça a complètement revu la conception que j'ai du film, notamment sur le traitement des personnages féminins. Voilà, Coppola, bouf, pas top. Par contre, Bram Stoker, bravo. C'est censé être un cœur à la Millennials. Bravo Bram, bravo. Enfin, vraiment, je n'ai pas compris. Là où, par exemple, dans le film, Lucie, la meilleure amie de Mina, est représentée un peu comme une jeune femme volage qui s'amuse à séduire les jeunes hommes pour qu'ils leur fassent tous sa déclaration et in fine choisir celui qui est lord et du coup rabrouer les autres derrière. Elle est aussi très sexualisée dans le film, rien à voir donc dans le livre. Alors oui, certes, elle a effectivement 3 prétendants en même temps, mais elle n'a rien demandé en fait. Enfin, on va dire que c'est un peu le fonctionnement aussi à l'époque. Les gens organisaient des soirées, des sortes de bals où voilà, ils faisaient les rencontres aussi de nouvelles personnes et c'est comme ça qu'on élargissait son cercle et c'est comme ça aussi qu'on faisait potentiellement les rencontres pour son futur mari. Donc Lucie, elle veut juste trouver l'amour, hein, tranquille, et elle l'a trouvé l'amour, hein, dès le départ. Elle est cœur love de Lord Arthur et ça ne change pas. Elle est cœur love de Lord Arthur tout le temps. Et même quand les 2 autres Gus lui font leur déclaration et leur demande et tout, elle est en mode c'est très gentil, je vous apprécie énormément, mais, mais moi c'est lui que j'aime. Donc voilà, premièrement Lucie, mais surtout Mina. Francis, qu'est-ce que t'as fait? Non, je suis pas d'accord, Parce que Mina, c'est le personnage le plus intelligent de ce bouquin. C'est le personnage le plus intelligent de toute cette histoire. Et c'est pas moi qui le dis. Van Helsing, dans sa grande misogynie, nous le répète plusieurs fois que elle est vachement intelligente pour une femme. Oui, elle est ultra intelligente. C'est globalement, c'est elle qui va comprendre tous les codes cachés. C'est elle qui va décrypter. C'est elle qui va comprendre et rallier tous les points et tout entre eux. Parce que elle va récupérer toutes les preuves et elle va faire un énorme travail d'investigation pour comprendre ce qui est arrivé à Lucie, ce qui par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres counties en Angleterre. C'est elle qui va faire le lien avec le fou là qui est emprisonné, qui est dans l'hôpital psychiatrique. Enfin non, vraiment, c'est elle qui va faire tout le travail de décodage et qui va décrypter tout le truc. Et pourtant, c'est elle qu'on veut mettre de côté à chaque fois quand ils partent en excursion, genre en mode oui parce que c'est une pauvre femme, faudrait quand même pas qu'elle se blesse. Elle est en mode genre mais sérieux, mais c'est moi qui ai fait le taf, bien sûr que je veux venir. Et du coup, énorme, big différence par rapport au film. C'est peut-être un spoil, mais il n'y a absolument aucune romance entre elle et Dracula. Enfin, vraiment, je pense que ça a été fait pour le film, mais absolument pas. Dracula, elle l'a en horreur. Enfin, c'est un être abject pour elle. Et même quand il la mord pour la transformer, elle fait tout pour combattre ça. C'est elle-même qui va pousser Van Helsing
à l'entourer dans un cercle de flammes pour pas qu'elle soit appelée par les autres femmes et tout de Dracula. Enfin non, mais vraiment, elle a une force mentale, mais un truc de ouf. Et d'ailleurs, Dracula, on le voit pas vraiment en fait. Enfin, c'est un personnage, on n'a pas son point de vue en fait dans l'histoire. On sait, on comprend en fait que il fait tout ça parce qu'il a une certaine soif de pouvoir, mais c'est tout, basta. Il n'y a pas de romance dans l'histoire. Mina, c'est pas la réincarnation de sa femme morte, non, que dalle. Donc, non, franchement, rien que pour L2, et Jonathan qui est quand même tout pipou, si il faut le dire, Jonathan il est pipou, c'est un gars bien, je pense que c'est un gars bien. J'aimais bien aussi Mr. Morris. Voilà, Dr. Stewart il est intéressant. Van Helsing franchement par contre je l'ai en objection, hein. Vraiment j'ai pas du tout aimé. Le gars est... Ah non, non pas du tout. Oui c'est ça, numéro 4, il s'agit de Un gentleman à Moscou de Amor Towles. Amor Towles. Je ne sais pas. Ce livre, mais ça a été une découverte, vraiment. Je l'ai trouvé en équivalent de Emmaüs, en gros. J'aime aller trouver des pépites là-bas. Je l'avais vu, il était en bon état, il était tout beau. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va tester. Et donc je l'ai lu là en décembre, parce que bah oui, Moscou, moi dans ma tête, je me suis dit Moscou, froid, hiver. C'est un raccourci. Un gentleman à Moscou, et ben on va suivre l'histoire donc de Alexandre Ilitch Rostov, qui est du coup au début de notre histoire un comte. Enfin non, il est comte tout au long de l'histoire. On est à la sortie de la révolution russe où ils ont fait quick au tsar et ils aiment pas trop l'aristocratie et globalement tout ce qui est un petit peu en lien avec la famille royale. En plus de ça, Alexandre, il est accusé d'avoir publié un poème anti-révolutionnaire. Mais vu qu'il a quand même des petits filons et que, bon, on peut pas dire à proprement parler parce que bah, le poème voilà, est sujet à interprétation, que c'est réellement anti-révolutionnaire. Bref, il est condamné en fait à être affilié à résidence. Pourquoi j'ai un énorme bug là comme ça? Assigné. N'importe quoi. Donc notre cher Alexandre, il est condamné à être assigné à résidence dans l'hôtel dans lequel il vit, donc l'hôtel Métropole à Moscou. Et on va suivre du coup sa vie sur les 40-50 années qui suivent. Les rencontres qu'il va faire à l'hôtel, donc des gens qui viennent et qui partent, des gens qui restent parce qu'ils travaillent aussi à l'hôtel, les évolutions en fait que l'hôtel va subir avec l'instauration du régime de l'URSS et tout autre changement politique qu'a subi la Russie pendant toute la guerre froide, tout ça. Alors ici je dis guerre froide, mais globalement on est juste après la révolution d'octobre, donc quand même quelques années après la Première Guerre mondiale. Donc on part vraiment de tout ce qui se passe après la Première Guerre mondiale, donc la révolution d'octobre avec Lénine, Staline, tout ça. Effectivement, jusque la guerre froide, ou en tout cas on est en plein milieu de la guerre froide au moment où le récit se termine. J'aurais pas pensé en fait m'attacher autant à ce personnage-là, mais en fait il est hyper touchant parce que malgré sa situation, il est hyper humble en fait. Lui, dès le départ, il s'estime chanceux parce qu'en fait avec tout ce que subit le peuple en Russie puis en URSS à cette époque, la conclusion qu'on en tire au fil du récit, c'est que en fait c'est lui qui s'en sort le mieux limite. Il n'est pas à crever la dalle, à faire la queue pendant des heures pour une miche de pain, à se faire envoyer au goulag pour travaux d'intérêt généraux parce que il a dit qu'il voulait pas supprimer une ligne dans une lettre qui dit juste que le pain à Berlin il est génial. Et il va notamment lier une amitié avec une jeune fille qui s'appelle Nina et c'est adorable parce qu'en fait elle lui fait découvrir l'hôtel et tous les passages secrets, un peu les salles cachées. Et c'est un peu comme s'il découvrait un monde
un nouveau monde à l'intérieur de l'hôtel. C'était hyper touchant comme récit et moi ça m'a permis aussi d'en apprendre un peu plus sur la Russie et d'ailleurs ça m'a donné envie d'ailleurs d'en apprendre même plus encore sur la Russie. On rentre dans le top 3. En numéro 3, on change complètement de style. J'ai le tome 3 de The Husky and His White Cat Shijun. Il s'agit d'une série de livres. Hein. Il y a 9 tomes, je crois, plus un 10e un peu bonus. Ils sont genre là, derrière moi. En 2024, j'avais lu les tomes 1 et 2. Et en 2025, j'ai lu les tomes 3 à 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. On y suit Moran, qui au début, tout début hein, du tome 1, est l'empereur d'un royaume qu'il gère de façon tyrannique et vraiment sanguinaire. Il est arrivé à ce stade en utilisant des pouvoirs et une magie interdite et il les a utilisés suite à la perte d'un être cher et aussi suite à une forme de rébellion envers son maître d'art, son Shijun, donc quand il était encore en formation. Il a réussi donc à avoir tout ce qu'il voulait matériellement, mais en fait, il a perdu toutes les personnes vraiment qui lui étaient chères, ou il a tué les personnes qui lui étaient chères à un moment donné de l'histoire. Et il se retrouve donc, je crois qu'au début du récit, il a quelque chose comme 28 ans, et il est tout seul. Il est tout seul à régner en tirant sur le royaume. Clairement, ses sujets, ils ont tous peur de lui, et les quelques qui restent, on va dire, qui n'ont pas peur de lui, donc un peu en mode rébellion, ne sont quand même pas assez nombreux et assez puissants face à lui. Et le gars, il est juste en dépression de ouf, hein. Il décide d'en finir. En fait, il se rend compte que la vie ne vaut pas d'être vécue dans ces conditions. Vraiment, le gars a un cul bordé de nouilles. Hein. Il se réveille des années auparavant. Il se réveille, il a genre 15 ans, je crois. Et du coup, il a de nouveau l'opportunité, en fait, de refaire sa vie. Vraiment, le gars a de la chance par rapport... Franchement, je pense qu'il a un karma pourri. Il meurt et il a le droit de ressusciter. Waouh! Il se retrouve donc, il a 15 ans, il est encore en formation, donc ses pouvoirs ne sont plus du tout ceux qu'ils étaient quand il est mort, normal, et la personne qui était chère à son cœur est toujours vivante, mais il se retrouve quand même aussi également face à son maître, son Shijun, donc qu'il détestait tant dans sa vie précédente. Et donc Moran décide d'essayer de changer son destin et celui de la personne qu'il aime. Et de ce fait, en fait, avec ce qu'il sait de l'avenir, avec la maturité aussi quand même qu'il a acquis de son ancienne vie, il va faire des choix différents. Et en faisant ces choix différents, il va aussi découvrir les personnes qui l'entourent de façon différente. Notamment son maître, son Shijun, qu'il pensait être une personne dénouée d'empathie, ultra égoïste, qui n'aimait personne, va se rendre compte qu'en fait c'est absolument pas le cas et ça va faire ressurgir également certains sentiments conflictuels qu'il pouvait avoir déjà aussi dans son ancienne vie. Et donc le 3e tome, j'ai adoré ce tome-là parce que dans ce tome-là, on va être confronté à des histoires de projection astrale, à des histoires de réincarnation, à des histoires d'âme qu'il faut aller chercher en enfer. Enfin vraiment, mais alors moi, j'ai signé pour tout. Et c'est justement dans ce tome-là qu'il y a tout un peu qui bascule complètement et après permet à la suite de se faire. J'ai adoré. Top 2, on est sur Fourth Wing de Rebecca Yarros. Est-ce que j'ai besoin de présenter Fourth Wing? Au cas où, on y suit Violet Sorengale, qui fait partie d'une famille éminente de militaires, on va dire un peu dans cet univers-là. De militaires, dresseurs de dragons. Est-ce qu'on peut dire dresseurs? Enfin non, c'est des militaires donc qui volent à dos de dragons. Ouais, globalement. Violette, elle veut une vie tranquille. Elle voulait être scribe. Sauf que sa mère, elle est générale, elle a décidé que non.
Elle a décidé que Violette, elle allait intégrer le même bataillon que elle l'a fait, que sa sœur, elle a fait, que son frère avait fait. Il y a plusieurs contraintes qui se révèlent à Violette par rapport à ça. C'est que déjà, premièrement, elle n'a pas du tout été entraînée pour ça. Donc, même si elle est hyper intelligente physiquement, par rapport à d'autres, elle tient pas la route. Et deuxièmement, en fait, elle doit passer une série d'épreuves pour être justement sélectionnée, entre guillemets, pour rencontrer des dragons et que potentiellement un dragon la choisisse. Et donc Violette, elle se dit, vas-y, la merde, je suis pas au meilleur de mon cardio. En plus de ça, je dois passer des épreuves à la Hunger Games où il y a des gens qui veulent te buter pour avoir plus de chances d'avoir une place. Je risque de me faire cramer par un dragon en plus en phase finale si le gars a décidé que non. Et en plus de ça, l'un des gars qui supervise tout ça, qui est en année supérieure, c'est l'ennemi juré de ma famille. Tadam! Donc ouais, il y a Xaden, globalement, qui aime pas trop la famille Sorrengail, parce que elle a buté toute sa famille, donc pas cool, hein, on comprend. Et il l'a un peu sa famille il l'a aussi un petit peu rendu, on va dire, dans un certain sens. Je ne dis pas plus. Mais ce qui fait qu'on part pas d'un bon pied, hein, tous les deux. D'ailleurs, du coup, derrière, il y a écrit Friends, Enemies, Lovers. Alors, Friends, je ne sais pas. Enemies, on pourrait comprendre. Je pense que c'est considéré comme étant un Enemies to Lovers. Et franchement, de tous ceux que j'ai pu lire, lui, il peut s'y prêter parce que, voilà, il y a quand même un contexte qui s'y prête bien. Par contre, ils auraient pu aller un peu plus parce que c'est vrai que moi, il y a certains moments où j'avais pas l'impression quand même que Violette, elle détestait Xaden et que Xaden détestait Violette. C'est plus, ils détestent mutuellement des personnes de leur famille parce que c'est eux qui ont fait ces agissements-là. Mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà, eux, à minima matures pour faire cette distinction. Bon, pas totalement, hein, on s'entend au début, c'est pas du tout l'amour fou. Mais les enemies to lovers, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. C'est très difficile de faire un vrai enemies to lovers qui soit tip-top. Honnêtement, le seul que j'ai en tête, qui pour moi est un vrai enemies to lovers, c'est le prince captif. C'est pas le sujet, donc on parle de Fourth Wing. Voilà, que dire, on est sur des épreuves à la Hunger Games où tu risques de mourir à chaque instant. Tu dois faire jouer de tes méninges, tu dois faire des alliances avec les gens, t'as des dragons, mais que demande le peuple? Moi, ce livre, je l'ai commencé un vendredi soir, et je l'ai fini le dimanche. J'ai déjà dans ma pile Iron Flame, donc qui est la suite. Il y a Onyx Storm qui est déjà sorti aussi, mais j'attends qu'il sorte dans ce format-là, qui est le format poche anglais. Voilà, très très hâte. Et enfin, le numéro uno, the best of the best, elle, mon petit chouchou, The River Has Roots, de Amal El Mortar. J'espère que je n'ai pas écorché son prénom et son nom de famille. Mais ce livre, mais comment il m'a mis du baume au cœur. Je sais pas l'expliquer. Il faisait partie d'un challenge Goodreads. Je me suis dit, on tente. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Déjà parce que il est dédicacé. Merci Waterstone Piccadilly. Cher à mon cœur. Mais alors ce bouquin, on est sur une sorte de conte de fées en fait, mais adulte. Et honnêtement, j'ai eu l'impression d'être une enfant qui découvrait pour la première fois un conte. Vraiment, ça reprenait tous les codes, mais avec des enjeux complètement différents et à la fois similaires. Vraiment, je sais même pas l'expliquer. Mais c'était beau, c'était si beau à lire, c'était poétique, c'était émouvant. Juste l'écriture du livre, l'histoire, la beauté aussi regardez-moi ça, enfin vraiment, il y a des illustrations. Ça m'a fait un peu penser à, limite un peu à du Tolkien à des moments. Genre sur vraiment l'imaginaire associé à ce monde. Et au dessin aussi qui est un peu dedans. Je sais pas si vous voyez le délire. Il est pas très long en plus. Je sais pas par contre s'il est traduit en français. Mais mon dieu que c'était beau. J'ai même pas d'autres mots. J'ai pas les mots. Je suis pas comme le gars de Sheriff Aluna. J'ai pas les mots. Juste cœur love. Ma mention honorable, qui est une BD/comic, c'est L'Or Olympus.
Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai connu via l'application Webtoon, et du coup quand ça c'était sorti, ça fait un petit moment déjà, moi direct j'ai lu, on m'a dit réécriture du mythe de Hadès et Perséphone, je fonce en fait. Je suis une mordue de mythologie grecque, j'adore la mythologie grecque et j'adore les réécritures de mythologie grecque. Voilà, je pense que je pourrais faire une vidéo dédiée juste à ça. Et il y a des figures dans la mythologie grecque particulièrement qui me sont chères, et Perséphone en fait partie. J'adore Perséphone. J'adore, franchement. Déjà, c'est une des rares réécritures que j'apprécie. J'adore les dessins aussi. Et pourtant, je suis difficile en termes de BD. Mais j'aime trop les dessins en fait. Ils ont chacun des couleurs spéciales. Et en fait, ils ont pas forcément... En fait, ils ont des proportions, mais sans avoir des proportions genre complètement... On n'est pas dans de l'hyper-réalisme en fait. Et du coup, moi, j'aime bien. En plus, c'est cool parce que ça mélange à la fois les versions un peu Grèce antique, mais aussi monde moderne. Parce qu'en fait, c'est comme si leur Olympe à eux, c'était un monde moderne comme le nôtre, mais que quand ils vont sur la Terre, c'est encore le monde antique. Il y a deux timelines différentes aussi, donc c'est très cool. Voilà, avec Artemis. Et du coup, maintenant, on va passer sur le top 5 des pires. Histoire de bien finir. J'aurais peut-être dû faire l'inverse en fait. Bah c'est pas grave, vous me direz, vous préférez quoi? D'abord les nuls et ensuite... Enfin, d'abord ce que j'ai moins aimé et ensuite mon top 10, ou comme j'ai fait? Je reprends parce que j'en ai plus de la moitié qui en fait je ne les ai pas. Et d'ailleurs c'est pas plus mal. Ça j'étais plutôt contente que j'ai pas investi d'argent en plus dedans. Je commence par quoi? Je commence par le pire ou je commence par le mieux? Ouais, on va commencer par le mieux quand même, on va faire... ouais. En 5e position, j'ai Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. C'est un livre que j'ai voulu lire parce que Jacqueline Hartmann c'est une autrice belge, mais il faut savoir que elle est hyper tendance, enfin hyper connue aux États-Unis. Vraiment, son bouquin, il fait partie vraiment des livres recommandés à lire, notamment dans tout ce qui est un peu lié au féminisme. Et donc moi je me suis dit bah c'est ouf, j'en ai jamais entendu parler. Alors je sais pas si c'est juste moi qui suis pas forcément dans ces sphères-là et donc qui ne suis pas au courant, ou si en France il n'a pas eu la même notoriété en tout cas qu'aux États-Unis, mais je sais qu'aux États-Unis c'est vraiment un livre qui est extrêmement lu, qui est même étudié à l'université, donc je me suis dit mais je passe à côté de quelque chose. Bon, peut-être pas tant que ça en fait. J'ai pas détesté, mais en fait, pour moi, c'est un peu de la science-fiction. L'histoire commence, notre protagoniste, elle est enfermée dans une pièce depuis son plus jeune âge, elle se rappelle même plus en fait de sa vie d'avant, avec 39 autres femmes, toutes d'âges différents, et elles ne savent pas pourquoi elles sont enfermées dans cette pièce. Elles savent qu'il y a des hommes à l'extérieur qui leur amènent de quoi se sustenter, mais le minimum syndical. Mais en fait, elles n'ont rien quoi. Elles ont vite fait des paillasses, elles n'ont pas de quoi écrire, elles n'ont pas de livres, elles n'ont pas de quoi s'occuper en fait. Elle est un peu dans une situation différente parce qu'elle est arrivée dans cette cage en gros quand elle était tellement jeune qu'en fait bah voilà, elle se rappelle pas du monde d'avant. Et donc en fait, tout ce qu'elle vit dans cette pièce qui n'est pas normal pour les autres femmes, pour elle c'est la normalité. Et un jour, les gardes s'enfuient, elle arrive à récupérer un jeu de clés et à ouvrir la cellule, et elles arrivent à sortir. Et donc on va suivre tout ce récit en fait de découverte du monde extérieur, de est-ce que c'est le monde qu'elles ont connu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on les a emmenées ailleurs. Et elles vont essayer de partir à la recherche du coup d'autres personnes dehors ou qui auraient été dans les mêmes situations qu'elles. Et donc elle va devoir aussi découvrir un peu le dehors, la nature, comment faire un feu, des choses comme ça qu'elle ne sait pas faire puisque elle n'a jamais eu accès à ça. Elle a même dû apprendre à compter, on va dire, de façon très sporadique. Nous, on sait qu'on suit en fait ses mémoires, donc c'est elle qui les a écrits, donc on sait qu'à un moment donné, elle apprend à lire et à écrire, hein, voilà. Mais on ne sait pas trop comment ça va se faire au fur et à mesure. C'est un récit qui, dans un certain sens, faisait sens, mais dans un autre, pas du tout. Et c'est pour ça que pour moi, je l'ai mis un peu dans une sorte de science-fiction parce que on était dans une sorte de monde
peut-être futuriste, en fait on sait pas trop. Voilà, avec des codes complètement différents et franchement j'ai eu énormément de mal à accrocher. J'ai compris un peu la vibe et notamment la notion de ce que c'est une femme quand t'as pas connu justement la différence avec les hommes. Je pense que honnêtement il y a beaucoup de choses qui sont à dire sur ce livre et je pense que moi j'ai pas dû saisir aussi l'entièreté des messages qui sont derrière, je l'avoue complètement. Mais je pense que c'est pas un style de lecture qui est fait pour moi. Ensuite, en numéro 4, on a The Bewitching de Silvia Moreno Garcia. C'est un livre du coup qui était dans un challenge Goodreads. Il était à la fois dans les auteurs latinos, mais aussi dans la thématique horreur. Et du coup, moi je me suis dit, ah, mais ça peut être grave cool. Déjà, il remplissait 2 challenges. Et en plus, sur le papier, on parlait sorcières, on parlait événements, disparitions inquiétantes qui se passent du coup à différentes époques. Moi, juste avant, j'avais lu La maison au sortilège de Emilia Hart, où on était un peu sur la même construction. On est sur 3 femmes à 3 époques différentes, sauf que bah du coup dans La maison au sortilège c'est 3 femmes d'une même lignée. Là il y en a 2 qui sont d'une même lignée mais l'autre non. Et donc voilà, il se passe des disparitions inquiétantes dans chacune des époques. Et en fait on se rend compte que les disparitions elles se sont passées un peu de la même façon. Il se passe des trucs bizarres derrière, c'est en lien avec de la sorcellerie. Mais voilà, j'ai un peu tout dit. Et ça faisait pas peur du tout. J'ai été un peu déçue, surtout après avoir lu du coup La maison au sortilège, que j'avais vraiment beaucoup aimé. En numéro 3, on a Le club des vieilles contre-attaques de Margaret Atwood. C'était une petite nouvelle, j'avais jamais lu de Margaret Atwood, je me suis pas du tout lancée encore dans La Servante écarlate, j'ai peur d'être vénère puissance 10 000 en lisant ce livre. Mais je me suis dit, allez, une petite nouvelle, ça parlait d'un petit groupe de retraités qui boivent des gin tonic et qui préparent une vengeance. Moi je me suis dit, allez, je signe. Bon, c'était pas ouf. Voilà, il se passe pas grand chose. On comprend un petit peu pourquoi elles veulent se venger, mais en soi, la vengeance qu'elles veulent atteindre, je trouve qu'elle est un peu disproportionnelle par rapport aux faits qui se sont passés. Bon, il y en a certains, ils la mériteraient, mais enfin voilà. Puisqu'en gros, elles veulent tuer un groupe d'hommes de leur jeunesse. C'était pas au niveau d'attente que j'espérais, elles boivent pas assez de gin tonic à mon goût, j'en sais rien. Et puis bon, la fin, elle était ultra décevante. En numéro 2, on a The Catcher in the Rye de J.D. Salinger. C'est l'attrape-cœur en français. C'est considéré comme un classique de la littérature américaine qui du mal-être adolescent d'un jeune garçon. Je sais même pas comment expliciter plus que ça. En plus c'est mon meilleur ami qui me l'avait recommandé car il a adoré en fait ce livre. Et franchement je comprends pourquoi il a adoré. Je comprends aussi qu'il ait pu se projeter dans le personnage parce que on parle, voilà, c'est un jeune garçon adolescent face à différents changements et aussi je pense à ce qu'un adolescent peut vivre aussi. Bon, attention, forcément c'est un peu différent parce qu'on est sur une époque différente. Mais moi honnêtement, je me suis pas du tout projetée. Peut-être parce que c'est un garçon, je ne sais pas. Mais je me projetais pas du tout. Je trouvais qu'il était antipathique au possible. Ses réactions, elles faisaient absolument pas sens. Non, j'ai vraiment pas aimé le personnage principal en fait. J'ai même failli le DNF à un moment donné. C'est hyper rare. Déjà, c'est hyper rare, quasiment jamais que je DNF un livre, mais alors que j'ai envie de le DNF, aussi du coup. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Et pourtant, j'admets que c'est bien écrit. Je peux voir en fait là où ça a pu justement toucher des personnes, mais juste pas moi quoi. Et enfin, le number one de la déception. Le numéro 1, je l'ai emprunté à ma mère quand j'étais chez mes parents parce qu'elle l'avait et que moi je m'étais dit non, lui je vais pas l'acheter parce que bon, voilà, déjà les premiers de la saga ça m'a suffi. En plus c'est juste une petite nouvelle et tout, ça me paraît un peu poussé mémé dans les orties, hein. C'est un peu tirer le truc jusqu'au bout de ce qu'on peut en tirer parce que la série elle fonctionne bien. Peut-être que certains d'entre vous ont trouvé de quoi je parlais. Petit indice, cette série vient d'être adaptée au cinéma. Il s'agit de La femme de ménage se marie
Bah que dire à part que c'était nul. Enfin, et en même temps, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit bien, mais j'ai vraiment pas aimé. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais il ne sert à rien ce livre. Je lui ai mis 1. Voilà. Peut-être j'ai été gentille d'ailleurs. C'est pour l'ancrer le papier. Voilà. C'était un petit peu mon récap de mon année 2025. J'ai hâte. Bah, j'ai déjà entamé l'année 2026. Je me suis fixée pour objectif 60 livres pour cette année. Sachant que j'ai fait 65 l'année dernière, je me dis que tranquillou bilou. Et globalement, j'ai aussi un peu changé mes sous-objectifs pour que ce soit un petit peu plus raccord aussi avec moi que je souhaite faire et en tirer. Je me suis mis de lire les livres de mon calendrier de l'Avent parce que mon meilleur ami m'a fait un calendrier de l'Avent de livres. Alors, pas tous les jours, c'était un jour sur 2 parce que 12 livres à ajouter c'est quand même pas mal, mais du coup j'ai réparti ces 12 livres sur l'année, donc j'en ai un par mois. J'ai hâte, franchement, il m'a fait une super sélection. Il y en a beaucoup, c'est des lectures communes, donc ça va être cool. Et d'ailleurs pour ce mois-ci, ce sera Piranesi de Susanna Clarke. J'ai très très hâte parce que apparemment il est génial. En plus, bah là il m'a donné sa copie dans laquelle il avait mis sa notation. Voilà, j'aime trop. C'est ma petite palle pour janvier, ça. Je me suis remis de faire les challenges Goodreads parce que, comme je l'expliquais en début de vidéo, je trouve que c'est hyper intéressant pour élargir son champ de connaissances, d'auteurs, de style de livre. Voilà, on ouvre un peu les chakras avec. Je me suis remis de lire une biographie. C'est vraiment le petit challenge facile à atteindre. En fait, de toute façon, j'ai encore... je crois que j'ai encore 3 biographies, j'en ai pas beaucoup, c'est pas mon style de prédilection, mais voilà, l'année dernière j'ai lu celle de Britney Spears. Là, voilà, j'ai du choix entre celle de Matthew Perry, Tom Felton et Frida Kahlo. Ensuite, je me suis fixé en mini-objectif de ne pas acheter plus de 30 livres cette année. Voilà, parce que j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas lus, et donc je voudrais me focaliser sur ces livres-là plutôt que... Bon, 30 livres, ça reste beaucoup, on s'entend. Après, je sais pas encore si je compte les cadeaux ou pas dedans. Moi, j'aurais envie de dire que non, c'est un cadeau. Et donc, je me suis mis entre parenthèses là à combien j'étais. Comme ça, j'ai un vrai indicateur de comparaison valable. Ensuite, pareil, je me suis mis de terminer 5 séries en mettant, à aujourd'hui, j'en ai 11 de compléter par exemple sur 47. Mais l'idée, c'est que même si j'ai des nouvelles séries qui s'entament, peu importe le nombre total de sagas que j'ai, séries sagas que j'ai en cours, je voudrais en compléter 5. Voilà, c'est possible. Il y en a où j'ai déjà tous les tomes, c'est largement faisable. Et ensuite, le dernier, c'est d'essayer de lire des livres vraiment de pays plus variés. Une fois de plus, ouvrir les chakras. Voilà, bah écoutez, que dire si ce n'est que cette vidéo est terminée. Elle va être un petit chouille longue, mais c'est pas grave. C'est que du bonheur. Sur ce, je vous souhaite une fois de plus une très belle année. Croyez en vous, faites ce qui vous plaît, c'est le plus important. Et puis à la prochaine dans une future vidéo.